Aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'accueillir le docteur Philippe Dagnon, qui va nous parler de la défense sanitaire du pays, et plus particulièrement de la gestion des crises sanitaires. Le Covid n'en est qu'un exemple, c'est le plus récent, il nous a tous marqués, et ça n'en est qu'un exemple. Philippe, tu as un vaste parcours d'engagement citoyen, difficile à résumer en quelques lignes. Médecin pédiatre, médecin urgentiste, médecin colonel du corps des sapeurs-pompiers, auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Tu t'es investi dans l'évolution des structures et des plans sanitaires, comme le plan Nombreuses Victimes, dont tu nous parleras peut-être. Sachez enfin que le docteur Dagnon ne s'est pas contenté de ses engagements dans l'Hexagone. Il a exercé plusieurs semaines en Haïti lors d'un séminaire majeur et s'est rendu pendant 15 ans régulièrement au Niger et au Mali pour former des agents de santé Touareg et Peul afin d'exercer dans les centres de santé communautaires. Philippe, je te laisse la parole. Merci Paul. Bonjour à tous. Je suis content de venir vous présenter un petit peu ce sujet que je ne connais pas à fond, mais dont j'ai quand même une certaine notion. La défense sanitaire. Alors c'est quelque chose dont on entend parler dans les médias. Ah, là, c'est pas bien. Ah si, oh là là, voilà. Le terme défense sanitaire, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est apparu pour les humains à cause du Covid. Parce qu'avant, quand on parlait défense sanitaire, on parlait défense sanitaire pour les animaux. Juste les vétérinaires parlaient de ça depuis très très longtemps, mais pour les humains, on ne parlait jamais de défense sanitaire. On parlait de crise sanitaire, on parlait de santé, mais on ne parlait jamais de défense sanitaire. C'est le Covid qui a amené ce terme. Il ne faut pas confondre la défense sanitaire avec l'organisation de la santé, qui est autre chose qui est beaucoup plus vaste. La pandémie donc, de ce qu'on appelle le Covid, le SARS-CoV-2, c'est quelque chose qui nous a ramené un peu à la réalité, qui nous a fait nous organiser et qui a mis en évidence en fait un petit peu tous les dysfonctionnements qu'on avait au niveau de cette défense sanitaire. L'inconvénient de le mettre dans le sein de la défense sanitaire, c'est que c'était un peu secret défense, puisque le terme défense sanitaire s'était rattaché à la commission de défense et de sécurité, qui est un secret défense, donc avec une opacité assez importante, ce qu'ont beaucoup de citoyens français ont reproché, parce qu'on n'était pas du tout au courant, on ne savait pas ce qui se passait dans ce comité de défense sanitaire. Donc, c'était un petit peu nouveau pour... Alors, on parlait du Covid là, tout à l'heure, tout de suite, hein, mais bon, c'est rien du tout le Covid par rapport à tout ce qui s'est passé depuis, vous voyez, je suis remonté à l'Antiquité. Tout ce qui est en jaune, alors les couleurs apparaissent pas trop bien, mais tout ce qui est en jaune, c'est ce qui est en rapport avec des virus ou des bactéries. Vous voyez que les premières pandémies qu'on a retrouvées dans l'Antiquité, celle qui est la mieux décrite, hein, c'est ce qu'on appelle la peste antonine. C'était en quelques années après Jésus-Christ. C'est probablement une variole. C'était probablement une épidémie de variole, mais on ne sait pas en fait. D'après les écrits, d'après les symptômes, on pense que c'est ça. Il y a eu des millions de morts. C'est une des causes d'ailleurs de la chute de l'Empire romain, en 300-400 après Jésus-Christ. Les épidémies de variole, ce qu'ils appelaient la peste. C'était pas la peste au sens de la maladie. Ils appelaient la peste, toutes les maladies comme ça, on appelait ça la peste. Maintenant, au XXIe siècle, on appelle ça une pestilence. La pestilence, c'est quelque chose qui tue les gens, mais on ne sait pas trop encore identifier le virus ou la bactérie. Vous voyez qu'en 1350, la peste noire, 25 millions de morts. Donc, les choléras, les varioles, la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait perdre la guerre aux Allemands. C'est pas... Bon, les Alliés ont été quand même d'un bon secours pour nous aider à repousser un petit peu les envahisseurs, mais c'est surtout la grippe espagnole qui a fait des millions de morts dans les rangs d'Europe centrale, hein, et notamment les Allemands, les Autrichiens, et qui ont décimé les armées en fait. Hein. Donc quand il n'y a plus de combattants, bah, voilà. Donc c'est beaucoup de maladies. Le HIV, 1980, qui fait toujours... Il y a déjà eu 78 millions de morts avec le sida depuis 1980.
Il y en a toujours, hein, il y en a toujours à peu près, encore 1 million à peu près par an dans le monde, malgré la trithérapie, malgré les traitements, la prévention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre maladie? Le SARS-CoV-1 qu'on a eu en 2003, la pandémie H1N1 en 2009. Donc j'étais médecin pompier, donc j'ai géré ces pandémies-là. On n'en a pas tellement parlé, la grippe aviaire aussi, qui nous a fait un peu peur. Et voilà en Afrique, le Zika. Le SARS-CoV-2 enfin, là, on est rendu à peu près à 10 millions de morts avec le SARS-CoV-2. C'est quand même énorme hein, par rapport aux pandémies qu'on a déjà eues. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que la pandémie grippa, ça fait quand même encore 500 000 morts tous les ans, depuis 100 ans. Ça fait encore 500 000 morts tous les ans, depuis 100 ans. Donc vous voyez, multiplié, ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis le choléra, qui fait encore 4 millions de morts, enfin 4 millions de maladies, dont 100 000 morts, notamment dans les zones de conflit, les zones de guerre et tout ça. Ce qui veut dire que les crises sanitaires, c'est essentiellement des microbes qui les créent. Mais il y en a d'autres, les crises sanitaires. Il y a des médicaments ou des contaminations. Hein. Vous voyez les médicaments, le Distilbène, dans les années 50, là, 200 000 victimes. L'hormone de croissance, le sang contaminé, hein, qui étaient des médicaments contaminés par des virus qu'on a injectés à des gens et qui sont tombés malades. Donc ça fait quand même aussi des milliers de victimes. Et puis il y a des accidents un petit peu plus différents, qui sont les contaminations alimentaires, comme la vache folle, hein, je ne sais pas où elle est, en quelle année. La vache folle, la viande contaminée à la dioxine aussi. Hein. Voilà, là, ça, la maladie avec le prion. Donc ça, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive aussi. Hein, il y a de quoi faire. Hein. Et puis les risques technologiques, comme Tchernobyl, qui s'est produit il y a déjà plusieurs années, en 1986, mais qui fait encore toujours des dégâts, quoi, 40 ans après. Quoi. Donc, je dirais que dans l'ordre de crise sanitaire, c'est essentiellement les microbes, les virus. Vous voyez que les microbes et les virus, on en connaît à peu près 10 000. Hein, 10 000 bactéries, 10 000 virus connus, identifiés. Sachant que les bactéries, on les a découvertes vers les années 1860, hein, Louis Pasteur, hein, d'accord. Et puis Robert Koch, qui a découvert le bacille de Koch. Donc c'est assez récent, hein. On a commencé à identifier ces bactéries-là. Le premier qui avait vu une bactérie, c'était en 1670. Un gars qui avait inventé un microscope avec des lampes, des lentilles, des lumières. Il avait vu une espèce de bestiole, il ne sait pas trop ce que c'était. Voilà. Mais bon, il ne savait pas que c'était une bactérie, mais quand on relit les virus, par contre, c'est beaucoup plus récent. Hein. Les premiers virus, on a commencé à les identifier qu'en 1950, quoi. 1940, 1950, avec les microscopes électroniques. Ce sont vraiment des petites particules. Il en reste à peu près encore 10 millions à identifier. Voilà, vous voyez l'ordre de grandeur. Donc on n'a rien fait encore. Hein. Il y a encore 10 millions de virus qui attendent. Ils ne sont pas forcément méchants, mais il y en a quelques-uns qui sont sûrement méchants, mais on ne sait pas. Voilà. Et notamment, j'ai marqué là le pergélisol, hein, qui est en train de fondre avec le réchauffement climatique, qui pose des sacrés soucis sur le plan planétaire, hein, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Le pergélisol qui fond, qui libère des quantités de CO2 et de méthane à n'en plus finir, hein, beaucoup plus que ce qu'on produit avec nos voitures. Des millions de tonnes de CO2 et de méthane qui sont libérées dans l'atmosphère avec la fonte. Et puis, bien sûr, ça libère des bactéries, des virus, qui sont en capacité de se libérer, d'être réactivés. Hein. Ils sont surgelés, mais quand on les dégèle, ils redeviennent actifs et ils peuvent devenir pathogènes, hein, pour les humains, surtout pour les animaux, hein, souvent. Mais... Voilà, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Pour vous donner un ordre de grandeur aussi de la petitesse de notre espèce humaine. Ça, c'est tout le vivant. Tout le vivant,
le génome du vivant, en fait. Et donc, dans le génome du vivant, devinez où est l'humain? Il est là. Vous voyez? On ne représente que dalle, quoi. Rien. Les humains, on ne représente rien du tout sur la planète. Rien du tout. D'accord? Même si on a l'impression d'être les plus forts du monde et d'être au centre du monde, dans le monde du vivant, on ne représente rien. Quand on voit que dans 1 millilitre d'eau de mer, ou d'eau douce, mais surtout d'eau de mer, il y a à peu près 10 puissance 7 virus. Vous savez ce que c'est que les puissance 7, hein? C'est 1 avec 7 zéros. 10 puissance 6 bactéries dans 1 litre d'eau. Dans la Terre, dans 1 gramme de terre, il y a à peu près pareil, quoi. 10 millions de virus dans 1 gramme de terre. Ce qui veut dire que la masse de bactéries, de virus, de plantes représente une quantité incroyable, puisque les animaux ne représentent que 0,37% de la masse carbonée de la planète. Et dans ces 0,37%, les humains, ils sont là, on représente 2,5% de 0,37%. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est-à-dire que notre espèce humaine, on peut disparaître très très vite du jour au lendemain. Les 8 milliards d'habitants de la planète ne représentent rien sur Terre par rapport à la masse du vivant. C'est juste pour ne pas vous faire peur, mais pour relativiser un petit peu et montrer que on a beau lutter, on a beau essayer de lutter contre la nature, lutter contre ceci, lutter contre cela, essayer de la maîtriser, on n'y arrivera jamais. Jamais, c'est pas possible. On représente trop peu de choses sur la planète. Alors comment ça se passe un peu la défense sanitaire? D'abord au niveau mondial, vous avez entendu parler tous de l'Organisation mondiale de la santé, hein? C'est quelque chose qui a été créé juste après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, une agence de l'ONU, hein, qui gérée par la représentation des 194 pays. Il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas encore dedans. Ils ont édicté un règlement sanitaire international. Ils veillent en permanence, depuis 1946-48, en permanence sur le monde entier, avec des zones, des agences un peu partout, et ils veillent, ils font de la veille sanitaire pour voir qu'est-ce qui se passe. Leur plus gros travail, c'est dans les pays en voie de développement, où il y a encore des gros problèmes de pandémie, d'épidémie, la vaccination et ainsi de suite. C'est eux qui sont chargés de faire ça. Ils n'y arrivent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour le faire. Et donc, ils le font en fonction de leurs moyens. Au niveau de la Commission européenne aussi maintenant, depuis que l'Union européenne a été créée, ils ont créé en 2005 simplement, vous voyez, ça fait pas longtemps. 2005, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, à l'instar des Américains qui avaient déjà créé quelque chose depuis plus longtemps, pour surveiller un petit peu les maladies sur l'Europe. Et puis il y a l'autorité ERA, là, l'autorité européenne de préparation de réaction en cas d'urgence sanitaire. Alors eux, ils sont tout neufs, ils ont été créés pendant la crise du Covid, quoi. En fait, on savait qu'on allait avoir une pandémie, on savait qu'on allait avoir une crise sanitaire un jour en Europe, mais on attend, quoi. On retarde, et puis voilà, bon, là, ils ont créé quelque chose, mais ils ne sont pas encore opérationnels du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la pandémie de Covid, là, ils ont été d'aucune utilité, quoi. Voilà. C'est un peu le bazar. Il n'y a pas de coordination européenne, on l'a bien vu, hein. Et puis les pandémies d'avant, je ne vous en parle pas, c'est encore plus. Là, il y a eu un début de coordination, ce qui a amené la création de l'ERA, qui j'espère va... Alors, j'ai été trop vite. Ah non, voilà. Et ça, c'est la France. Alors, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'organismes que ça marche mieux, hein. Comprenez bien que c'est plutôt l'inverse. La France, on a un ministère de la Santé, hein, avec 6 directions, 21 instances partenaires, et puis 25 agences et opérateurs qui travaillent pour le ministère de la Santé. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle une usine à gaz.
Et dans cette usine à gaz, il y a quelques agences qui sont chargées, quand il y a une crise sanitaire, de faire remonter des informations. Hein, ces 4-là qui sont surlignés là. Et c'est tellement une usine à gaz que faut la démarrer, l'usine à gaz, quoi. Et quand il y a une pandémie qui arrive, il y a un retard au démarrage qui est considérable, considérable. Parce qu'il faut prévenir tout le monde, il n'y a pas forcément de coordination entre les gens bougent, les gens changent. Enfin, on est toujours dans l'humain, en fait. C'est-à-dire que toutes ces agences, tous ces fonctionnements-là, on a beau dire, sur le papier, c'est très joli, mais bon, c'est quand même des gens qui sont dans des bureaux pour faire démarrer les trucs et puis qui travaillent et tout ça, quoi. Ça bosse, mais c'est long à démarrer. C'est très très long. Et quand il y a une pandémie comme la nôtre qui est arrivée là, ou quand il y en a d'autres, en 2003 on l'a vu, en 2009, quand il y a eu la pandémie, c'était un peu la panique générale aussi. Le problème, c'est que quand il y a une crise comme ça, on a un défaut en France quand même, c'est qu'on ne fait pas de rétex, ce qu'on appelle les retours d'expérience. Il n'y a jamais de débat sur le retour d'expérience. Même le Covid, là, il y a eu pas quelques trucs, et ça y est, la crise est finie. Hop, on a créé une nouvelle agence, le COVARS, voilà, le centre opérationnel de, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, ça vient d'être créé là. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Mais on ne se pose pas autour d'une table pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il n'y a pas de retour d'expérience. Ou tout au moins, s'il y en a, personne n'est au courant. Voilà. Moi, pour avoir participé dans des instances à droite à gauche, comme j'étais médecin-chef sur le département par exemple, bon, j'étais quand même souvent avec le préfet ou avec le directeur de l'ARS, et quand on a eu la crise en 2003, pas de rétex, 2009, pas de rétex. Donc ça veut dire qu'on sait que la prochaine crise, ça va être un peu le même bazar, parce que on n'a pas essayé d'améliorer les choses. Donc ça, c'est les ministères. Alors comment ça fonctionne? C'est d'une complexité incroyable, vous allez voir. Le ministère de la Santé et de la Prévention, il a dans chaque ministère en France, il y a ce qu'on appelle un haut fonctionnaire défense-sécurité, un HFDS. C'est un haut fonctionnaire. C'est pas lui le patron, mais il est chargé de gérer les crises dans les ministères. Il y en a un au ministère de l'Intérieur, il y en a un au ministère de l'Éducation nationale, il y en a un dans tous les ministères. C'est eux qui sont chargés de faire de la prévention, des exercices. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices dans votre établissement, de alerte attentat ou des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est le haut fonctionnaire de l'Éducation nationale qui organise tout ça. Et puis qui essaye de faire de la pédagogie pour aux gens comment faire. Et là, le directeur de HFDS, c'est pas le ministre, il n'est même pas sous l'autorité du ministre. Il est un petit peu en dehors, il s'occupe que de la défense sanitaire. Et il travaille avec un secrétariat général de la défense, de la sécurité nationale, qui travaille avec la sécurité intérieure, avec l'Agence nationale de système d'information, sécurité système d'information. Oui, vous n'allez pas retenir ça, parce que c'est hyper complexe. C'est-à-dire que quand il y a une crise sanitaire, on va voir tout à l'heure comment les informations remontent. Quand ça arrive enfin au HFDS, au ministère de la Santé, là, il commence à bouger et il commence à aller voir le secrétariat général, il commence à aller voir les autres ministères pour dire mais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et là, ça prend un temps assez important. Alors, comment on fait pour gérer la crise? Je rappelle juste quelques définitions, ceux qui ne sauraient pas, c'est des termes que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler à la télé, dans les médias et tout ça, et des fois il y a eu beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Les journalistes devraient faire une petite formation avant de parler parce qu'ils disent des trucs qui sont faux. Alors quand on parle d'une endémie, c'est une maladie dans une population, maladie endémique. Elle est dans une zone tout le temps, depuis des années, des siècles même des fois. Et elle est toujours présente là, mais elle ne diffuse pas. Voilà. Comme une fleur qui pousse de manière endémique dans un endroit, ou un animal qui vit dans une île, c'est une espèce endémique, on dit, voilà, c'est parce qu'on est sur place, il n'y en a pas ailleurs. L'épidémie, c'est quand ça commence à s'étendre dans un pays, dans un même pays.
au niveau de l'OMS, quand ils disent qu'il y a une épidémie, c'est au niveau d'un pays. Quand c'est une pandémie, c'est quand ça touche plusieurs pays dans des régions différentes. La pandémie, c'est une épidémie qui s'étend sur un territoire géographique étendu, voilà, voire planétaire. Et quand ce sont des animaux, ce qui est beaucoup plus fréquent que pour les humains, on parle d'enzooties, épizooties, panzooties, voilà, de la même manière, pareil. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent. On n'entend pas parler dans les médias, mais je vous assure que moi qui reçois les alertes sanitaires sans arrêt, que ce soit les humains, les animaux, l'environnement et tout ça, il y en a beaucoup, sans arrêt, tous les jours presque. Quand on parle de zoonoses, les zoonoses, c'est des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Voilà, ça, ce sont des zoonoses. Des petits termes qu'il faut connaître. Quelques définitions aussi, vous avez entendu parler du ratio R0, je ne sais pas, vous avez entendu parler de ça, hein, c'est au début d'une épidémie ou d'une pandémie, tout début, hein, après c'est plus valable. Mais les premiers mois de l'arrivée de la maladie, on parle de R0. C'est-à-dire c'est une personne qui a la maladie, on essaye de savoir à combien de personnes elle est susceptible de la donner, de transmettre sa maladie. Si le R0 il est égal à 1, on est plutôt dans l'endémie ou l'épidémie, c'est-à-dire l'épidémie est stable. C'est-à-dire, moi je suis malade, je donne mon virus à Patrick, il va être malade, il va le donner à son épouse, qui elle va le donner à sa fille, qui va le donner. Mais voilà, après ça se multiplie quand même, mais de manière assez lente, assez régulière, et c'est facilement contrôlable. Quand c'est inférieur à 1, l'épidémie baisse. Alors ça ne veut pas dire que quand c'est inférieur à 1, que c'est une maladie bénigne. Par exemple, le virus, je ne sais pas s'il est marqué là, le virus Ebola, il n'est pas marqué. Le virus Ebola, il a un R0 qui est très très faible. Mais par contre, vous pouvez le donner qu'à quelqu'un qui vient vous toucher, qui s'occupe de vous, qui vous donne des soins en fait. Mais la maladie est tellement terrible, les gens ne peuvent pas se déplacer, ils sont malades tout de suite, ils se couchent, ils sont une chance sur 2 de mourir, mais ceux qui vont s'en occuper, eux, risquent de l'attraper. Mais c'est une personne, voire 0 personne qui vont l'attraper parce que les gens, ils se protègent. Donc la maladie est vraiment très très grave, et plus la maladie est mortelle, plus elle va vite en fait, et plus vite elle vous tue, moins elle est contagieuse. D'accord ? Il y a des virus qui sont très très contagieux, qui ne sont pas forcément très méchants, mais qui sont très contagieux et qui permettent aux gens de distribuer leur virus à tout le monde avant de commencer à être malade. Ça, c'est les plus terribles. Genre la rougeole en bas, qui est une transmission aérienne, c'est la maladie la plus contagieuse connue au monde pour l'instant. Rougeole a un R18 de 18, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que quand on attrape la rougeole, on est contagieux pendant 15 jours sans être malade. Donc là, je ne le dis pas. Essayez de calculer le nombre de gens que vous rencontrez en 15 jours, et vous avez calculé le nombre de gens que vous avez contaminés. Voilà. Et puis des maladies un petit peu moins importantes, mais quand même assez contagieuses, la coqueluche, la varicelle. Hein. C'est bien que la varicelle, quand vous étiez à l'école, vous avez tous eu la varicelle, je parie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gamin qui arrive en CM2, là, ou CM1, ou même un peu avant, il a chopé la varicelle et toute la classe. Hein, c'est clair. Ça, c'est... Voilà. Et puis c'est pas dangereux. Par contre, la varicelle, ça ne tue pas. Donc, c'est super contagieux, quoi. Voilà, mais ça ne tue pas. Et le SARS-CoV-2, là, le Covid, hein, ce qu'on appelle le SARS, le coronavirus 2, parce qu'il y a eu le coronavirus 1 en 2003, il a été un petit peu embêtant parce qu'il n'était pas trop méchant, hein, il était à peu près comme la grippe, quoi. Un R0 de 2,5 à peu près, sauf les variants là. Parce que le virus, plus il se multiplie, plus il fait des mutations. Donc plus il y a des variants. S'il ne se multiplie pas vite, car si les gens meurent avant, il n'a pas le temps de se multiplier, donc il n'a pas le temps de faire des mutations. On ne va pas faire un cours de biologie, mais nous les humains, on a des mutations aussi au cours de notre évolution. Hein,
nos gènes, ils mutent au fur et à mesure de l'évolution. Sauf que nous, notre temps de reproduction, il est de combien? Notre temps de reproduction, il est de combien, à votre avis? Nous, combien de temps on met à se reproduire? 20 ans, 25 ans, 30 ans, quoi. Quand on commence à avoir les premiers bébés. Donc nous, on a un cycle de reproduction qui est à peu près de 20 ans, 25 ans. À peu près, qui est en train d'augmenter, d'ailleurs. Hein, au fur et à mesure des millénaires, avant, le cycle de reproduction était aux alentours de 15 ans. Parce que les gens faisaient des bébés très, très, très jeunes, avec ou contre leur volonté, d'ailleurs. Et puis maintenant, notre cycle de reproduction est à peu près de 25 ans. Donc, vous voyez qu'il faut des millénaires et des millénaires et des millénaires pour qu'il y ait des mutations. Mais il y en a. Alors que la bactérie, elle, son temps de reproduction, il est de combien? 3 minutes. Donc, évidemment qu'au bout de 24 heures, votre colonie de bactéries, elle s'est déjà bien multipliée, quoi. Donc, obligatoirement, il y en a une ou deux qui sont déjà mutantes. Et le virus, je ne vous dis pas. C'est même pas en minutes, c'est en secondes. Voilà. Donc, quand le virus commence à vous infecter, il rentre dans vos cellules, il se multiplie. Il y a des millions de cellules, millions de virus qui se multiplient dans une cellule. La cellule explose. Et donc, quand il y en a une qui explose, ça va, vous n'êtes pas malade. Et quand il y en a 10 millions qui explosent dans vos poumons, vous êtes malade. Parce que vous avez 10 millions de cellules pulmonaires en moins, quoi. Donc vous êtes malade. Et puis voilà, et tous ces virus-là, de temps en temps, il y en a un qui mute, quoi. Évidemment, le taux de reproduction est tellement rapide qu'il y a de la mutation, obligatoire. Et là, ceux-là, ils étaient pas bons, parce que le delta, il était à 8 et l'omicron était à 15. C'est pour ça que les autorités, tout le monde avait un peu peur. D'ailleurs, il a été hyper contagieux. D'accord? C'est un petit cours de biologie. Je parlais de la rougeole tout à l'heure, c'est la salle d'attente au Niger, là, quand j'allais faire des... Je ne le fais plus maintenant, mais la salle d'attente au Niger, quand j'allais faire des consultations. Les bébés malades, voilà. Vous voyez des centaines de bébés malades. Essentiellement d'ailleurs des maladies contagieuses. Là je passe rapidement parce que c'est pour vous montrer, voilà, quand il y a une crise sanitaire qui se déclenche, voilà l'usine à gaz qui démarre. C'est un espèce de schéma pour vous montrer la complexité du système. Ça, on ne va pas s'attarder parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau régional, il y a des agences, au niveau régional, en Bretagne, par exemple, pour la population, des cellules d'intervention en région qui veillent en Bretagne. Le CIR, il est à Brest, chez nous, hein, et il s'occupe de la partie Bretagne pour voir si une maladie, un virus, un truc, une intoxication, il veille. Pour l'environnement, il y a la même chose. Pour les produits de santé et les pratiques, il y a beaucoup plus d'agences au niveau des hôpitaux, au niveau de la transfusion sanguine, les médicaments et ainsi de suite. Ça, c'est le niveau régional. Et donc, on travaille avec l'agence régionale de santé qui est en haut. D'accord ? C'est trop vite. Et au niveau national, c'est un petit peu répliqué. Toutes les données des CIR qui sont dans les régions remontent au niveau de ce qu'on appelle Santé publique France, voilà, pour la population. Pour l'environnement, ça remonte dans 3 agences en fonction du thème, le nucléaire, et puis l'alimentation, l'environnement, et ainsi de suite. Et puis, pour les pôles produits de santé, un petit peu pareil. Donc c'est une remontée d'informations vers le haut, bien sûr, avec des agences en haut qui décident. Une fois qu'ils ont l'information, ils décident. Donc j'ai schématisé un petit peu comme ça. Là, qui c'est qui fait remonter les infos? Les médecins libéraux, les SAMU, les établissements de santé, les SDIS, les pompiers, la police, la gendarmerie, enfin tout le monde fait remonter des informations de type sanitaire, que ce soit intoxication, machin. On est dans le sanitaire, donc c'est l'hygiène et la santé des gens, hein, des populations. Dès qu'il y a un risque de mortalité ou de maladie ou de contagion, de choses comme ça, tout le monde, chaque administration est chargée de faire remonter les informations. Alors maintenant c'est sur internet tout ça, hein. Il y a des réseaux comme Au Secours, SOS Médecins. Les SOS Médecins, ils font à peu près 6000 consultations par jour en France.
les réseaux des urgences, hein, ils ont 50 000 passages aux urgences à peu près, donc tout est noté, tout est codé et ça remonte, quoi, voilà. Puis dès qu'on voit qu'il y a un bruit de fond, ce qu'on appelle, hein, voilà, où normaux, puis d'un seul coup, quand on voit que le taux de mortalité est en train de monter ou le taux de maladie de l'entrée dans les services de réa commence à monter, vous avez bien entendu, hein, pendant la crise, c'était le gros problème, c'était ça. C'était la réa qui se remplissait. Ouais. Une fois que la réa est pleine, bah, on est un petit peu embêté. Donc c'est toutes ces informations-là qui remontaient. Il y a d'autres trucs, pour les médecins généralistes, il y a le réseau Sentinelle, voilà, dès que vous voyez un gamin qui a la varicelle dans votre cabinet, on déclare sur le réseau Sentinelle. Gastroentérite, une grippe, une rougeole, toutes les maladies, voilà. On fait remonter des infos. Le système de remontée d'informations, il est pas mal fait en France. Mais comme arrivé, ça met tellement de temps à remonter en haut, et que l'usine à gaz se met en route et que ça redescende, c'est là où c'est le bazar. Parce que le système de remontée d'infos, il n'est pas trop mal. Ça, c'est le réseau d'observation de la grippe, les observatoires régionaux de santé, voilà. Là, je n'ai pas de lien Internet direct, je ne sais pas s'il y a une connexion Internet, je peux vous montrer. Voilà. Tout le monde a la possibilité d'aller sur un site qui s'appelle signalement.gouv.fr. Tout le monde tout citoyen peut faire un signalement sanitaire. C'est un moyen de plus de recueillir des informations sur un effet secondaire, un fait indésirable d'un médicament, sur des symptômes d'une maladie qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, tout le monde peut faire remonter. Et c'est dès que ce bruit de fond, si on voit que dans une région, il y a plein de gens qui font un signalement par rapport à quelque chose, bah là, il y a une enquête et tout ça. Le site, je ne sais pas si... Elle est où la souris là? Elle est là. Je ne sais pas si ça va se connecter là. J'essaye. Est-ce que ça lance un truc? Ouais, génial. Voilà. Portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Voilà. Signalement. Ah oui, socialsanté.gouv. Vous êtes un particulier, un professionnel de santé ou un autre professionnel, tac, vous signalez. Il ne faut pas remarquer des conneries, hein, c'est quand même. Voilà, c'est des trucs sérieux. Non, mais par exemple, vous avez je sais pas moi. Vous venez d'avoir un vaccin, par exemple, je sais pas, n'importe quel vaccin. Hein, les vaccins qu'on fait un peu à votre... Enfin, non, vous les avez peut-être déjà eu, mais les vaccins contre le papillomavirus, vous avez entendu parler de ça, qui donne des cancers du col de l'utérus, ou les vaccins contre l'hépatite B, hein, pour éviter les hépatites B. Donc, si vous avez un effet indésirable quelques jours après avoir fait votre vaccin, soit vous téléphonez à votre médecin vous n'allez pas de l'avoir parce que c'est impossible de joindre un médecin maintenant, le secrétariat, tout ça, voilà. Vous pouvez quand même essayer de l'appeler, si c'est grave, il faut mieux aller le voir. Mais si c'est des effets indésirables un peu mineurs, mais il faut le signaler, ben on va là-dessus, on le signale. Voilà. J'ai un vaccin, j'ai ça comme symptôme, j'ai ça, voilà. C'est important de le savoir. Alors comment je fais maintenant? Il faut que je ferme. Voilà. Alors sur le terrain, les niveaux d'alerte d'une crise sanitaire, une fois que les informations sont remontées, ça remonte au niveau de la France, après la France transmet à l'Europe, et l'Europe transmet à l'OMS. D'accord? Ce qui est logique. Et l'OMS, qui elle veille sur le monde entier, émet des avis d'alerte, qui vont de 1 à 6, la 7e étant la fin de crise, avec des phases 1, phase 2, phase 3, je dirais que où ça commence à chauffer un peu, c'est qu'on est en phase 5, c'était la pandémie de Covid, hein, au mois de février 2020, voilà. Ils ont émis une phase 5, l'OMS, mais bizarrement, il n'y a aucun pays qui a tellement réagi, quoi. Ils ont attendu. Alors qu'on se demande pourquoi l'OMS émet des avis. Personne n'a tellement écouté. Et puis après, ça a été la panique générale quand on s'est aperçu que vraiment l'alerte phase 5, elle était nécessaire. L'Europe
Alors, c'est peut-être dû à ça aussi, c'est que l'Europe, elle n'a pas de phase d'alerte. Les pays européens, je disais l'ERA tout à l'heure, là, vient juste de se créer, donc elle ne peut pas dire bah, on met une alerte pour telle pandémie, telle maladie, telle crise. Ce qui m'inquiète un peu, ce genre de truc, parce que admettons qu'on ait une... C'est vrai que si on a les virus et les bactéries, c'est un petit peu plus... Comment dire piégeant, parce que on ne les voit pas, ça arrive tout doucement et tout ça. Quand c'est une catastrophe nucléaire, bon, il y a déjà l'explosion, il y a l'accident lui-même, et on sait que la catastrophe nucléaire va envoyer des radiations et surtout des nuages radioactifs, avec des particules et tout ça radioactives. Et ça, en général, bon, on sait que ça, voilà, tout le monde a peur et tout le monde... mais les virus, bah, on a l'impression que les gens n'avaient pas trop peur, en fait, au départ. Les autorités n'ont pas été tellement... il ne fallait pas paniquer, mais il fallait donner des niveaux d'alerte corrects pour que les gens prennent des mesures assez rapidement. Genre confinement, les masques, se laver les mains, ne pas trop se faire la bise. Et puis voilà, ce sont les mesures que tout le monde connaissait, même dans l'Antiquité, au temps de l'Empire romain, quand il y avait les pestilences qui arrivaient, là, ou la peste noire avec les rats, hein, la vraie peste. Les gens ne savaient pas ce que c'était un virus, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une bactérie, mais ils s'apercevaient quand même que quand il y en a un qui était malade et qu'il y avait les autres qui s'approchaient, il ne faisait pas de vieux os, quoi, après. Donc, l'idée, c'était, bah, il est malade, bah, on ne va pas le voir, quoi. Ou alors, on le met en quarantaine, même. Hein. Et quand ils ont vu que ces virus-là, dans l'Antiquité, quand ils voyaient que les virus venaient d'un autre pays, par bateau, ou comme ça, c'est là qu'on a commencé à mettre en place des mesures. C'était déjà la gestion de crise sanitaire, quoi. Hein. On ne connaissait pas trop ce que c'était, mais il y avait déjà quand même des mesures qui étaient prises, assez efficaces et assez radicales, hein, parce que la vraie quarantaine, c'est 40 jours. C'est le bateau restait immobilisé pendant 40 jours dans un port, avec impossibilité de quelqu'un de rentrer à bord ou de sortir. Vous voyez, c'était pas simple. Si vous connaissez la rade de l'Orient un petit peu, là, vous voyez l'île au milieu, là, l'île Saint-Michel. Ah bah, celle-là, elle était faite pour les quarantaines. Hein. Au temps de la Compagnie des Indes, tout bateau qui rentrait dans la rade de l'Orient, il restait là 40 jours amarré, sur l'île Saint-Michel, voilà, avant de pouvoir aller au port, c'était pas le port de l'Orient à l'époque, mais... D'accord? Alors, pas de niveau d'alerte au niveau de l'Europe, et puis au niveau de la France, on a des niveaux d'activation des cellules opérationnelles, ça, mais on n'a pas de niveau d'alerte non plus en France. On est incapable de dire aux gens, ben voilà, on est en phase 1, en phase 2, en phase grave. C'est aléatoire. C'est un peu au pif. Ça, c'est pas très très détaillé. L'OMS, c'est assez simple, mais ça a le mérite d'être simple et clair. Et puis, voilà. En France, c'est un peu à la louche. Ça dépend du ministre, ça dépend du gouvernement, ça dépend du conseil de défense. Voilà. C'est très très aléatoire. C'est pour ça aussi que des fois, on a un peu de retard. Et que les gens ne prennent pas au sérieux, quoi. Un petit rappel quand même aussi là. Est-ce que vous connaissez le système d'alerte et d'information des populations? Non, personne. Ah, bon. Okay. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que j'en profite un peu pour faire de l'information. Vous entendez les sirènes tous les mercredis, premier mercredi du mois, midi? Vous entendez une sirène qui sonne pendant 1 minute 41 secondes, exactement. Elle fait des modulations et elle redescend. Alors sachez que cette sirène, c'est juste pour l'essayer. Mais sachez que si ça fait 3 fois de suite ça, c'est-à-dire 3 fois 1 minute 41 sur les sirènes dans toute la France ou dans une région, c'est une vraie alerte. C'est pas un essai du premier mercredi du mois à midi. C'est une vraie alerte. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, je vous raconte une anecdote. Dernier exercice que j'ai fait avant de prendre ma retraite chez les pompiers, malgré que je sois encore réserviste, mais quand j'étais pro, on a fait un exercice dans les sites, ce qu'on appelle Céveso2. Hein, Lorient, on est bien entouré. On a des dépôt pétrolier au sud, on a une entreprise Gerbet blindée de produits chimiques à Lanester, et on a Sicogaz à l'ouest, qui a une réserve de gaz qui pourrait détruire
la moitié du département. Voilà. C'est ce qu'on appelle des usines Seveso 2, c'est-à-dire des usines à risque plus, où les pompiers, mon ami Patrick, là, allaient régulièrement pour vérifier les installations et les plans d'organisation et ainsi de suite. On est bien entouré. Alors, la dernière fois, on a fait une manœuvre à Garbet, eux qui fabriquent des produits chimiques, des produits de médicamenteux pour les injections, les produits radioactifs, des produits et tout ça. Donc, hyper dangereux. On a fait une manœuvre, le préfet était là, les pompiers, tout le monde était là, on a organisé le truc, ils ont mis les sirènes en route. Parce que normalement, la population de Lanester sait que c'est dangereux. Hein. Ils savent que s'ils entendent des sirènes, il faut quitter sa voiture, se confiner dans sa maison, ne pas téléphoner, écouter Radio France, prendre son kit de survie et suivre les consignes. Coup de sirène, 3 coups de sirène, le préfet il était fou, tout le monde était dehors dans la rue, à Lanester. Tout le monde est sorti de chez lui pour voir ce qui se passait avec les sirènes. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Tout le monde a pris sa voiture pour aller voir ce qui se passait. Enfin bon, voilà, tout faux, quoi. Tout faux. C'est-à-dire que s'il y avait eu une vraie alerte chimique sur Garbet, une vraie, hein, avec une évacuation de produits toxiques et radioactifs, éventuellement, parce que des produits radioactifs, là, il y avait 10 000 contaminés, quoi. 10 000 personnes intoxiquées. Voilà. Donc là, il y a encore de la pédagogie à faire. C'est pour ça que quand vous entendez 3 coups de sirène comme ça, pour vous planquer. D'accord ? Hein ? Faut m'arrêter si vous avez des questions, hein, non ? Faut que j'aille. Ouais, bah oui. Quand c'est un barrage, c'est un petit peu différent, mais les gens sont au courant. Maintenant, ils font de la diffusion cellulaire sur mode. Oui ? En même temps, il y avait une application SLP. Elle n'existe plus, je crois. Non. Elle a été remplacée par autre chose ou pas ? Ouais, elle a été remplacée par FR Alert. Alors, c'est même pas vous ne l'installez pas, elle n'est pas installable sur votre téléphone. Maintenant, c'est du broadcasting, c'est-à-dire que sur une zone où il y a un risque d'intoxication, risque de quelque chose, vous recevez, même si votre téléphone n'a pas l'application, vous recevez une alerte sur votre téléphone, ça attaque directement les relais et ça envoie sur tous les smartphones de la zone du relais, du ou des relais. Donc ça, c'est tout le monde. Vous n'en avez jamais eu pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu d'alerte. Il n'y a pas eu d'alerte qui ont été faites dans votre région, dans votre zone. Si vous changez de département, c'est pareil. Hein. C'est votre téléphone, comme tous les gens ont des smartphones. Et puis maintenant, il y a des alertes Twitter et Facebook qui sont utilisées par le gouvernement français pour envoyer des notifications sur les téléphones, pour dire aux gens ce qui se passe. D'accord ? Et puis il y a des alertes très spécialisées pour les professionnels de santé. Voilà. Je vous parlais du kit de survie, là c'est pareil. Ça paraît con, mais je ne suis pas un survivaliste. Hein. Quand on voit les gens, quand il y a la panique, quand il y a une inondation ou un truc comme ça qui fait que... Où ma souris ? Quand on voit qu'il y a une inondation ou un machin, les gens ils partent de chez eux. Ça va toujours... Il suffit de prendre un sac avec quelque chose dedans. Juste un peu d'eau, ses papiers. C'est ça un kit de survie. Vous pouvez aller sur le site internet, à GeoRisque, voilà. Et vous pouvez voir l'utilisation d'un kit de survie. C'est pas grand chose un kit de survie, c'est votre téléphone portable, c'est des bouteilles d'eau et vos papiers. Un peu de sous si vous en avez. C'est ça un kit de survie, voilà. En local, quand il y a une alerte, ou quand on vous dit bah faut se confiner chez soi pour une raison ou pour une autre, pour un virus, pour un truc chimique, pour Tchernobyl, enfin un truc nucléaire. Il faut avoir un petit peu de ce qu'on appelle un kit de survie. Voilà, si vous voyez un peu d'eau, pensez à ses lunettes, pensez voilà, chargeur de téléphone, un couteau, une radio, la pile, une petite lampe de poche, et puis voilà quoi, puis c'est papier, c'est tout. C'est ça un kit de survie. C'est con, mais c'est simple. Voilà. Si tout le monde a chez soi son petit sac comme ça qui trimballe, il y a un truc qui se passe, vous prenez votre sac, vous avez déjà au moins de quoi tenir pendant 72 heures. D'accord ? Vous n'allez pas mourir. Après, il y a ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. Chaque commune
est responsable de l'organisation de son truc au niveau de sa commune. C'est pour ça que quand il y avait le Covid, bah, c'était les communes qui organisaient des centres de vaccination, qui organisaient l'accueil de gens, quand il y a un tas de trucs qui se passent. Voilà, c'est le plan communal de sauvegarde. Et après, on passe à la taille un petit peu au-dessus, hein, c'est ce qu'on appelle les plans Novi, nombreuses victimes. Mais nombreuses victimes, ce n'est pas forcément les accidents. On pense toujours aux accidents de la route et tout comme ça, mais non, on peut déclencher un plan Novi quand il y a une intoxication alimentaire, par exemple. Hein, ça m'est déjà arrivé chez les pompiers. Hein. Colonie de vacances qui arrive, 60 gamins, ils sont tous en train de vomir et d'aller aux toilettes un petit peu excessivement, ils sont pas bien et tout ça. Bah, quand il y en a 60 d'un coup, on déclenche un plan hors sec, Novi, nombreuses victimes, et puis on les prend en charge avec le SAMU, avec les pompiers, avec les gens qui sont là, la Croix-Rouge. Et puis souvent, bah, c'est la commune qui nous donne le local pour s'installer, et puis on installe un truc pour les prendre en charge. Là, c'est une intoxication à l'oxyde de carbone. Dans une patinoire, avec la machine, la surfaceuse qui fait c'était à la NSTR il y a déjà quelques années, mais la surfaceuse de glace qui tournait au moteur, elle a foutu plein d'oxyde de carbone dans le machin. Il y avait, je ne sais pas, une intoxiquée, une centaine. En Novi, c'est ça, c'est une organisation départementale avec le SAMU, les pompiers, et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une... Ça ne fonctionne pas trop mal. On a organisé à peu près une quarantaine de manœuvres et ça fonctionne. Les décès massifs, ça peut être la réquisition de la même patinoire, justement. C'est un plan hors sec, ça s'appelle décès massif. Quand il y a beaucoup de morts d'un coup. C'est arrivé hein, pour le Covid. Hein. En France, je ne sais pas trop. Mais c'est en Italie, ils ont eu beaucoup de décès d'un coup et ils ont été obligés d'organiser un espèce de plan hors sec décès massif hein, pour stocker, c'est un mauvais terme pour des humains, des pauvres. Il faut bien mettre les gens quelque part. Ils réquisitionnent des patinoires et ils mettent les gens là en attendant qu'ils aient leur deuil, leurs obsèques. Sans famille en plus. Inondations, il y a des plans hors sec inondations, il y a des trucs cyclones pour nos pays ultramarins, axifères, les avions, les trains, les réseaux, le patrimoine, le soutien aux populations avec des associations comme la Croix-Rouge. Voilà. Et puis du côté hospitalier, il y a le plan Orsan. C'est ce qu'on avait vu là, c'est à Mulhouse, hein, je crois, où vous avez installé l'hôpital militaire de campagne du service de santé des armées pour prendre en charge les gens Covid. Il y avait trop de gens aux urgences et ils ne pouvaient plus les accueillir, donc ils ont fait un hôpital de campagne comme ça. Ils ont monté, comme on avait monté à Haïti aussi pour accueillir les 200 000 blessés du tremblement de terre en 2010. Normalement, combien de temps on dresse un hôpital? Alors là, l'hôpital de campagne, là, normalement, il est installé en moins de 24 heures. Oui, parce que j'ai l'impression que ça a été très long. Oui, ça a été très lent parce que c'était la panique un peu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le mettre en œuvre et puis voilà, ils ont décidé ça. Non, ça c'est beaucoup plus rapide quand les gens sont prévenus. Et là, c'était un peu rapide, il fallait faire de la médiatisation. Au niveau de la sécurité civile, on a un élément un peu pareil qui s'appelle l'escrime, qui lui est monté en 6 heures. 6 heures, il est opérationnel pour 100 lits. Dont de la réa, de la chirurgie, un bloc opératoire et de la médecine. On avait installé à Haïti d'ailleurs et j'avais été au Sri Lanka aussi pour travailler à l'escrime. Et puis une fois aussi au tremblement de terre en Algérie, il y a déjà longtemps. Voilà, il y a les plans climat, les plans vaccination, hein, ça c'est un plan aussi d'organisation de crise sanitaire. On installe des trucs, alors c'est un peu laborieux des fois, c'est un peu le bazar. Et puis il y a des fois des plans un petit peu plus compliqués, aussi bien pour les pompiers que pour le SAMU, c'est quand les gens sont contaminés chimiquement ou avec des éléments radionucléaires. Donc là où les tenues sont obligées de... Oui, c'est un peu le bazar. Astronautes, pour travailler, c'est pas ça. Vous imaginez l'installation d'un truc comme ça, c'est vraiment le bazar. Mais ça marche. On s'entraîne pour que ça marche.
Ça, c'est un tableau. On va passer à ce que Ce que je voulais pour conclure, là, c'est qu'on s'aperçoit quand même maintenant que c'est là une nouvelle notion qui est en train de venir pour les crises sanitaires, c'est que c'est une santé globale, hein, en fait, parce qu'on s'aperçoit que la prise en charge des pandémies chez les humains, des panzooties chez les animaux qui sont beaucoup plus nombreuses, au moins 10 fois ou 100 fois plus nombreuses que chez l'humain, et puis les problèmes environnementaux, notamment le pergélisol dont je parlais tout à l'heure. Fallait mettre tout ça en même temps et avoir une One Health, une seule santé en fait globale au niveau de la planète pour réfléchir de manière un petit peu plus large et plus globale. Parce que si chacun travaille dans son coin, on voit bien que les zoonoses ne sont pas assez analysées et c'est encore très très cloisonné entre les services vétérinaires et les services de santé humaine. Hein, c'est incroyable, quoi. Donc ça, il faudrait que ça s'arrête. Ça, c'est une petite pensée pour les enfants qui, eux, pâtissent de tout ça dans les zones de conflit, hein, d'immigration et les zones de guerre, et qui, s'ils ne meurent pas de la guerre, ils meurent des virus, tous les jours. Et il y a beaucoup plus de morts avec les virus qu'avec la guerre. On n'en parle jamais. C'est dommage. Voilà, merci à vous.